Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode après cette petite trêve estivale qui j'espère vous aura fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, j'ai envie de papoter avec vous d'un sujet qui me passionne, à savoir d'où venons-nous, qui sommes-nous et pourquoi nous sommes là. Que savons-nous de l'univers? Que savons-nous de la création, de la naissance de l'humanité sur Terre? Pas grand-chose, rien pour ainsi dire. Alors oui, on sait ce qu'on nous a appris, sachant quand même que la science moderne est apparue réellement au début du 19e siècle, donc sur l'échelle du temps, nous ne sommes rien ou pas grand-chose. Et ce serait quand même hyper prétentieux, je pense, de penser qu'en 200 ans de recherche, on a tout compris et qu'on peut tenir pour acquis toutes les découvertes qui ont été faites. Même si, ok, on a des outils, des méthodes de calcul, des preuves, mais souvent on a des preuves et puis quelques années plus tard, il y a une autre preuve qui vient démontrer l'inverse. Chaque jour, des revues scientifiques sortent des articles avec des nouvelles découvertes remettant en cause les anciennes. Mais bon, on a quand même des bases a priori vraies, et donc pour moi, pendant des années, j'ai appris tout ce qu'il y avait dans mes livres d'école. Enfin, presque. J'ai écouté assidûment mes professeurs, enfin presque aussi. J'ai écouté les scientifiques, les archéologues, et évidemment, j'ai jamais remis en question leurs découvertes ou leur savoir. Enfin, presque là aussi, parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont toujours interpellée. Mais commençons dans l'ordre de la création. Et donc, pour commencer, l'univers. L'univers, selon les meilleures estimations actuelles, serait né il y a 13,8 milliards d'années avec le fameux Big Bang. Alors, petite pause à ce sujet. Moi, je pensais que le Big Bang, c'était une explosion. C'est souvent l'image qu'on en a, c'est souvent l'image qu'on nous donne, mais non, en réalité, pas du tout. Il ne s'agit pas d'une explosion. Je vous explique rapidos. En remontant dans le passé le plus loin que nos outils de recherche le permettent, on arrive à un moment où toute la matière de l'univers tient dans un volume minuscule. Imaginez ça comme une petite boule de pâte à pain dans laquelle on a mis des graines, des raisins secs, etc. À ce moment-là, la boule, elle est toute petite. Et si on la met au four, cette boule, elle va gonfler de plus en plus. Mais les graines et les raisins, eux, ils ne changent pas de taille. Mais ils s'éloignent les uns des autres. Et plus la boule gonfle, plus ils s'éloignent. Et bien voilà. Voilà comment serait né l'univers. À la base, une petite boule, très dense et très très chaude, sauf qu'elle n'est pas allée au four pour cuire, c'est même l'inverse, mais c'était pour vous donner une image parlante, elle se serait refroidie, et en refroidissant, elle aurait grossi très 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 rapidement, en quelques minutes, en expulsant en même temps de la matière pour donner l'univers tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, créant ainsi l'espace et le temps relatif, les planètes, les étoiles, les galaxies, les voies lactées. Nos fameuses graines et raisins secs, qui continuent à s'éloigner les uns des autres, puisqu'on le sait aujourd'hui, l'univers continue de gonfler, il est toujours en expansion. Jusqu'où il ira, ça on n'en sait rien. Et la Terre, elle, la petite jeunette, elle est née il y a 4,55 milliards d'années. Voilà où en sont les théories aujourd'hui. Après, il est fort possible que dans quelques années, 50, 100 ou 500 ans peut-être, si tant est que l'humain soit encore en vie sur Terre, on découvre une autre méthode de calcul ou un autre élément qui nous prouve que l'univers existe depuis bien plus longtemps, mais sous une autre forme, ou qu'on arrive à comprendre ce qu'était l'univers avant le Big Bang, donc avant la petite boule de pain. Parce que ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Ou qu'on découvre aussi qu'il n'existe pas un univers, mais plusieurs. C'est d'ailleurs une théorie parmi d'autres que révèle la physique quantique. Vous avez peut-être entendu parler du multivers ou encore de la théorie des cordes et de l'existence de 10 dimensions. Alors on sait que la physique générale et la physique quantique ne s'accordent pas toujours, que la physique quantique est controversée, mais il y a quand même une chose sur laquelle tous les physiciens sont d'accord, c'est que tout n'est qu'énergie. Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement.
ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Cette phrase, vous l'aurez sûrement reconnue, c'est Albert Einstein. Il n'y a pas de vide. La distance qui vous sépare d'un objet est énergie. Vous ne la voyez pas, mais elle est là. L'univers, le cosmos, la Terre, la nature, mais aussi les objets, tout ce qui est matière, tout ce qui nous entoure, et bien sûr nous, tout n'est qu'énergie. Tout est constitué d'atomes qui vibrent à des fréquences différentes, plus ou moins élevées. Donc, tout est énergie, et cette énergie vibre en permanence sur des tas de fréquences différentes. Et là, je vais citer le fameux Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Et je ne vais pas aller plus loin sur ce thème parce que je ferai un épisode sur justement cette notion de fréquence et de taux vibratoire. Donc, revenons à nos moutons et à notre univers. Première question qu'on peut se poser, sommes-nous vraiment seuls dans ce vaste univers dont on ne sait finalement pas grand-chose ? Existe-t-il d'autres formes de vie ailleurs ? Et si oui, pourquoi on ne les voit pas ? Pourquoi on n'a jamais réussi à créer un contact ? En ce qui me concerne, je suis convaincue que oui, il y a d'autres formes de vie que la nôtre, mais j'y reviendrai plus tard. Avançons dans le temps avec une autre question. Comment et dans quel but les pyramides ont été construites ? La plus vieille connue à ce jour date de 5000 ans. Personne n'est capable d'expliquer comment les Égyptiens ont pu tailler les blocs de pierre avec une telle précision. On est au néolithique, donc les outils les plus perfectionnés qui ont été trouvés sont des espèces de haches avec un manche en bois et puis des petits silex taillés pour couper. Donc, comment ils ont fait ? Et comment ont-ils pu hisser ces blocs pesant plusieurs tonnes à presque 140 mètres de hauteur pour la pyramide la plus haute ? Et ça, tous les archéologues s'accordent à dire que c'est un mystère, personne ne sait. Et pourquoi on trouve ces pyramides dans plusieurs endroits du monde ? Parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'en Égypte, on en découvre encore tous les jours. Enfin bon, tous les jours, j'exagère. Et on découvre aussi encore des sites extraordinaires. Et pour moi, le plus énigmatique, c'est le site de, alors là je vais avoir du mal à le dire, Göbekli Tepe en Turquie. Énorme et fascinante énigme. Au départ, les archéologues ont pensé que c'était un temple, mais des nouvelles découvertes ont été faites et ils ont découvert un village avec des grands bâtiments. Ce site daterait d'au moins 11 600 ans avant Jésus-Christ. On est donc là à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Là, il n'y a même pas de hache, les outils, c'est des pierres. Comment ont-ils pu sculpter, puis soulever ces énormes blocs en forme de T, dont le plus gros mesure 20 mètres de diamètre, et pèse plus de 10 tonnes ? Moi, j'en sais rien. Et le plus dingue, comment peut-on expliquer qu'on retrouve des gravures sculptées à cet endroit, donc, à Göbekli, voilà, vous m'avez comprise, des figurines humaines avec des mains ayant de très longs doigts placés au niveau des hanches ? Comment on peut expliquer qu'on retrouve ces mêmes figurines sculptées dans plusieurs endroits du monde, avec les mains et surtout les doigts sculptés de la même façon, comme sur l'île de Pâques par exemple, ou au Pérou, sur des sites datant d'époques différentes ? Comment c'est possible ? C'est les mêmes, regardez sur internet, vous verrez, il y a quelques différences, mais on retrouve quand même ces doigts, et moi je trouve ça hyper impressionnant. Autre site, tout aussi fascinant, et là aussi je vais avoir beaucoup de mal à le dire, donc merci de ne pas vous moquer, Gunung Padang, et ça c'est en Indonésie. Les premières études archéologiques ont été faites dans les années 80, mais en fait elles ont été faites plus sérieusement ces dernières années. Et ce site, il intrigue, c'est un mystère. À la base, il a été confondu avec une montagne parce qu'il est recouvert de végétation, mais en réalité, c'est une pyramide avec 3 chambres à l'intérieur, dont la 3e se trouve à 30 mètres de profondeur. C'est beaucoup 30 mètres. Et cette chambre, selon la datation au carbone 14, elle daterait de 22 000 ans. L'équipe de géologues qui a étudié ce site a bien sûr été décriée par d'autres en disant que c'était impossible que des hommes aient pu creuser et construire des chambres à cette époque. Sauf que, ils ont beau le décrier, mais si personne ne détient la vérité, le carbone 14, lui, il date bien le site d'au moins 22 000 ans. Or, à cette période, aucune civilisation n'est capable d'une telle prouesse. On est à la période glaciaire, avec toujours nos petits chasseurs-cueilleurs dont les outils sont faits avec des os. Donc comment ils ont fait pour creuser à plus de 30 mètres ? Mystère. Et que dire de certaines représentations qui ressemblent quand même sacrément à des espèces de géants qu'on retrouve sur des hiéroglyphes par exemple, ou même des objets qu'on pourrait prendre pour des petites soucoupes volantes, ou comme sur les hiéroglyphes d'Abydos, ça c'est situé dans le temple funéraire de Séti Ier, où on y voit des objets qui ressemblent quand même sacrément à un hélicoptère. Il y a un aéronef et un char d'assaut. Amusez-vous à regarder sur internet pour vous faire une idée.
Bon, j'arrête là mes exemples parce que je pourrais y passer des heures, mais tellement ça me fascine. En tout cas, on voit que beaucoup de scientifiques ou archéologues remettent en cause certaines théories qu'on a longtemps considérées comme vérité, ou s'ils remettent pas en cause, ils expliquent que potentiellement il y aurait eu d'autres civilisations bien avant l'Homo sapiens, des civilisations très avancées et qui ont bien sûr disparu aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de l'Atlantide et des Atlantes ou encore des Lémuriens. Pourquoi refuser de penser que ces civilisations auraient pu exister ? Pourquoi ne pas envisager qu'il y a encore des tas d'endroits dans le monde, et notamment sous les eaux, qui n'ont pas été explorés et où potentiellement pourraient se trouver ces cités ? Mais la plupart de ces scientifiques est moqués d'ailleurs, discrédités, voire déchus de leur diplôme, parce que on n'a surtout pas envie de bousculer nos certitudes. Tout ça pour dire que oui, on sait des tas de choses, mais peu en réalité. Et personne ne détient la vérité. Et il n'est pas question ici pour moi de tout remettre en cause, pas du tout, je suis pas du tout non plus complotiste, mais juste je laisse une porte ouverte à autre chose. Parce que personne n'était là à la naissance de l'univers, ni à la naissance de la Terre, ni à la naissance de l'homme. Personne. Rappelons-nous que Galilée a été brûlé pour avoir affirmé que la Terre était ronde. C'est Schopenhauer qui disait que toute vérité franchit 3 étapes. Elle est en premier ridiculisée, ensuite elle est critiquée, et puis après un certain temps, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Mais le truc c'est qu'on ne croit que ce qu'on peut voir, que ce qui est prouvable. On ne laisse pas la place à l'invisible justement parce qu'on ne le voit pas, donc on dit que c'est impossible. Plutôt que de dire « prouvez-moi que ça existe », pourquoi ne pas dire « prouvez-moi que ça n'existe pas ». Je me souviens au premier jour de ma formation en hypnose transpersonnelle, Séverine Barbier, qui est la fondatrice de cette méthode, nous a dit « Si vous voulez mener à bien vos séances, partez du principe que tout est possible et ayez l'esprit ouvert. » À ce moment-là, j'avais une idée sur les débuts de l'univers, notre incarnation, le but de cette incarnation, et je vous en parlerai tout à l'heure. J'avais aussi commencé à me documenter sur ces fameuses anciennes civilisations perdues, ou celles dont on dit imaginaires, comme les Atlantes que je vous évoquais tout à l'heure. Je me disais aussi qu'il était impossible qu'on soit les seuls dans l'univers, qu'il y avait forcément d'autres vies sous d'autres formes ailleurs. Donc, j'avais l'esprit ouvert, mais je m'imaginais pas encore tout ce que j'allais découvrir. Et ça a commencé le jour de ma certification. Ce jour-là, chaque stagiaire doit pratiquer une séance d'hypnose complète avec un autre stagiaire qui joue le rôle du consultant. Donc je termine mon induction, je lui demande d'observer ses pieds et de me les décrire. Et là, elle me dit « ils sont bleus ». Donc là, je suis un petit peu décontenancée, je me demande bien quelle vie elle est en train d'explorer, et je poursuis mon investigation, et là, elle me raconte qu'elle est sur une planète avec des êtres comme elle, bleus, qui ne parlent pas, qui sont peu évolués et dont la seule préoccupation est de se nourrir. Et c'était des êtres visiblement pas très sympathiques d'ailleurs. Alors je peux vous dire qu'à la fin de la séance, elle était aussi étonnée que moi et ça nous a fait beaucoup rire. Mais ça a sacrément attisé ma curiosité et j'ai commencé à lire les livres de Dolores Cannon. Alors, Dolores Cannon, c'est la spécialiste de la thérapie de régression sous hypnose. Elle a développé sa propre méthode, bon je vous la fais en anglais, merci de ne pas vous moquer de mon accent, Quantum Healing Hypnose Technique. C'est la référence dans ce domaine, et la formation que j'ai suivie, elle est issue de cette méthode, puisque Séverine Barbier s'est formée au centre de Dolores Cannon. Donc cette fameuse Dolores, elle a pratiqué pendant plus de 40 ans, je crois, elle a eu des milliers de consultants, et elle a écrit des livres qui recensent des séances qu'elle avait consignées en audio et qu'elle a retranscrits. Et je dois dire que là, ça m'a vraiment bousculée. J'allais dire que ça avait bousculé mes croyances, mais non parce que justement, j'avais pas de croyances, mais on va dire que ça a bousculé mes interrogations. Évidemment, dans ces livres, il y a beaucoup de séances en exploration de vie terrestre, mais il y a des ouvrages, comme Les Arcades de l'Univers par exemple, qui évoquent des incarnations dans des vies sur d'autres planètes. Et les détails de ces vies extraterrestres sont d'une richesse assez folle. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est que beaucoup de consultants racontent les mêmes choses. Alors on peut remettre en cause ces consultants et se dire qu'ils ont tout inventé, ou qu'ils se sont concertés. Enfin, ça ferait quand même beaucoup de mythomanes, surtout que elle a fait des séances un peu partout dans les États-Unis, donc a priori, ils se connaissent pas. Et puis à l'époque, Internet n'existe pas, donc très difficile d'avoir accès à des informations. Ok, c'est sans doute léger comme argument, mais je vous invite vraiment à lire ces livres pour vous faire votre propre idée. C'est une femme qui est vraiment reconnue dans son domaine, donc il est quand même difficile de remettre en cause la véracité de ses écrits. Et puis, au-delà de ces livres, prenez 5 minutes et regardez des vidéos sur Netflix par exemple ou sur YouTube. Vous allez trouver des témoignages quand même sacrément troublants. Alors, je suis pas naïve, je prends pas pour argent comptant tout ce qu'on trouve sur Internet, et évidemment qu'il y a beaucoup de fake.
Mais si vous cherchez bien, vous trouverez quand même des récits qui vous laisseront perplexes. Et très souvent, c'est des gens totalement ordinaires qui cherchent pas la gloire, hein. Même ils aiment pas trop en parler, et souvent ils le font caché, anonymement. Donc entre ces gens qui ont eu des expériences avec des extraterrestres, potentiellement, et les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, tout se recoupe, enfin il y a quand même beaucoup d'éléments qui se rejoignent, donc voilà, moi j'en suis convaincue, voilà. Et puis rappelez-vous aussi, en 2023, les révélations de David Grusch, c'est un ancien membre des services de renseignement américains qui affirme que les États-Unis détiennent des engins non humains. Et cet homme, il est tout sauf illuminé, hein. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Alors, je vous ai fait un petit exposé rapide de l'univers au début de cet épisode avec plutôt un regard scientifique. Maintenant, je vais vous exposer comment moi je vois les choses, mais d'un côté spirituel. Alors, évidemment, tout ce que je vais vous dire n'engage que moi. Je ne détiens pas du tout la vérité, ce n'est que mon point de vue. C'est ma façon de voir les choses, et je peux même pas dire que c'est ma vérité parce que, en réalité, au fil de mes lectures, de mes séances d'hypnose surtout, des conférences que je suis, de ma compréhension, cette vérité, elle évolue. Donc, ce que j'avance aujourd'hui sera sans doute différent dans quelques mois, mais il y a quand même une base qui est pour moi comme une évidence. Comme je l'explique, je crois, dans l'épisode 3, depuis que j'ai mis le doigt dans cette fameuse aventure qu'est la spiritualité, et plus exactement du chemin vers ma maison qui s'éclaire chaque jour, c'est comme si les pièces de mon puzzle se mettaient en place. Alors, il y a plusieurs livres qui m'ont particulièrement interpellée, et il y en a deux. Le premier, c'est Accompagnement d'âme de Marie-Lise Labonté. Je m'appuie beaucoup d'ailleurs là-dessus parce que ça me parle beaucoup. Et puis bien sûr, Conversation avec Dieu de Donald Walsh, dont je vous ai déjà parlé aussi dans un autre épisode. Et puis il y a Mathias de Stefano aussi, que vous connaissez peut-être. Lui, vous pouvez retrouver des vidéos de lui sur YouTube. Il dit qu'il se souvient de ses 12 000 ans de vie antérieure. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que ce qu'il dit est hyper passionnant. Quand il raconte ses vies antérieures, les détails, la précision, c'est fluide, logique, c'est hyper troublant. Après, honnêtement, si j'avais regardé ça il y a 20 ans, j'aurais dit non, mais le mec, c'est un illuminé total. Mais aujourd'hui, ça me parle en fait, c'est comme une évidence. Alors oui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'imagination, mais sincèrement, du coup, d'où elle vient cette imagination ? Et d'ailleurs, imaginer ne veut pas dire affabuler. En hypnose transpersonnelle, c'est justement ce qu'on recherche, que le consultant laisse aller son imagination, qu'il dise tout ce qui lui vient à l'esprit. Parce que l'imagination, en tout cas dans le cadre de notre pratique, c'est un canal médiumnique. Et je peux vous assurer que toutes les vies explorées ont toujours un sens avec la vie du consultant. Bref, donc à partir de tout ça, voilà comment moi, je me le représente cet univers. À l'origine de tout, il y a la source, le grand tout. Certains l'appellent Dieu, d'autres conscience universelle. Moi, je vais l'appeler la source. À ce moment-là, c'est ma petite boule de pain dont je vous parlais tout à l'heure avant le Big Bang. Et cette source, cette conscience, n'est qu'amour. Amour pur et inconditionnel. Sa vibration, c'est l'amour. Elle sait qu'elle est amour, mais elle ne l'a pas expérimenté. Et ça l'embête. Et oui, tout le monde sait que le chocolat c'est délicieux, bon, pour ceux qui aiment évidemment, mais il n'y a qu'en le goûtant qu'on peut vraiment l'affirmer. Parce que savoir, c'est une chose, mais ressentir ce goût absolument divin qui réveille nos papilles, là on peut vraiment dire que c'est bon. Parce qu'on l'a expérimenté, on l'a éprouvé. Et notre source, justement, c'est ce qu'elle veut. Elle veut l'éprouver, cet amour, elle veut le ressentir, car ce n'est qu'un concept pour elle. Alors pour savoir qui elle est vraiment, pour le ressentir, elle s'est divisée en milliards et milliards et milliards de petites boules d'énergie, comme des étincelles, notre fameux Big Bang. Et puis, ces petites étincelles, elles ont créé des univers avec des planètes, des galaxies, des étoiles. Et dans chacun de ces univers, il y a plusieurs dimensions, vibrant à des fréquences différentes. La dimension la plus haute, celle qui a la fréquence la plus élevée, est celle qui vibre l'amour inconditionnel. Et bien sûr, c'est la source. Et ces étincelles, elles interagissent entre elles en permanence. Elles sont connectées les unes aux autres. Et une fois qu'elle s'est divisée en ces petites étincelles, dans le même temps, elle va créer le contraire exact de ce qu'est l'amour, la peur. Et voilà, nos petites étincelles elles vont pouvoir expérimenter, à partir de la peur, ce qu'est l'amour.
Leur mission sera, à travers chaque incarnation, de collecter de l'information et d'alimenter la source de ces informations en permanence et de transcender la peur pour revenir à leur essence pure, qui est l'amour. Donc, déjà, première chose à retenir, très importante et à ne pas oublier au quotidien, même si j'avoue que c'est souvent compliqué, en tant qu'étincelle, nous venons tous de la division de la source. Donc, nous sommes la source. Nous ne sommes qu'un, et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et notre essence originelle, notre nature profonde, c'est l'amour inconditionnel. Alors revenons à la petite étincelle. Maintenant qu'elle est créée, moi je l'appelle la conscience supérieure. Cette petite étincelle, elle a le choix de vivre l'expérience de l'incarnation. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste un choix. Et pour ça, quand elle a choisi du coup de faire l'expérience de l'incarnation, une partie d'elle va se choisir une identité vibratoire parmi des familles d'âmes pour devenir à son tour une âme. Là c'est délicat quand je dis une partie d'elle. Rappelez-vous que tout est énergie et information. La conscience supérieure, donc l'étincelle, n'est que de l'énergie contenant de l'information. C'est comme une tour de contrôle, c'est seulement une partie de son énergie qui se détache d'elle et qui devient une âme. Et cette âme va l'alimenter d'informations au fur et à mesure de ses incarnations, sur Terre ou ailleurs, informations qui sont transmises à leur tour à la source. Dans la conscience supérieure se trouvent toutes les informations liées à toutes nos vies, toutes nos incarnations. Je ne sais pas si vous connaissez la peinture de Dali que moi j'adore, La femme au tiroir. Regardez-la si vous avez 2 minutes. Mais je trouve que c'est une bonne image. Dans chaque tiroir se situent les informations, les souvenirs d'une incarnation, et cette femme, on pourrait dire que c'est la conscience supérieure. La conscience supérieure, c'est le lien entre l'âme et la source. Et l'âme, c'est le lien entre notre personnalité incarnée et la conscience supérieure. Ainsi, toutes nos incarnations, tous les personnages que nous avons joués sur Terre ou ailleurs, toutes nos expériences, nos émotions, toutes ces informations sont stockées dans la partie qui reste proche de la source. Quand en séance d'hypnose transpersonnelle j'appelle la conscience supérieure du consultant, ça donne au consultant la possibilité d'avoir accès à tout ce qu'il concerne, et aussi bien sur ses incarnations terrestres qu'ailleurs dans l'univers. Tout ça en fait n'est qu'un réseau d'informations. Ouais, c'est pas simple, je vous l'accorde. Je vais essayer d'imaginer tout ça pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Imaginez un immeuble de 9 étages. Au-dessus de cet immeuble, il y a une énorme boule d'énergie, la source. De cette boule d'énergie naissent en permanence des étincelles, et elles flottent autour de cette boule. Chaque étage de cet immeuble est une dimension avec sa propre fréquence vibratoire. À chaque étage se trouve une multitude d'appartements qui eux aussi ont leur propre fréquence vibratoire. Par exemple, au premier étage, on trouve des appartements qui ont une fréquence vibratoire allant de 0 à 10, au deuxième de 10 à 20, etc., etc., vous avez compris. La Terre se situe au troisième étage. C'est la troisième dimension. Au quatrième étage se situe le plan astral, celui où va notre âme une fois notre incarnation terminée. Là où se trouvent aussi des êtres plus évolués dont la vibration est plus élevée, comme les guides par exemple, ou des âmes incarnées sur d'autres planètes que la Terre, nos fameux extraterrestres. Dans les appartements du 9e étage, donc le plus élevé en vibration, habitent des familles d'âmes qui vibrent elles aussi, chacune, à une fréquence bien spécifique. L'étincelle, donc rappelez-vous ce que j'appelle la conscience supérieure, va envoyer une partie de son énergie dans l'un de ces appartements qu'elle va choisir selon la vibration qu'elle a envie de revêtir. Elle va donc se parer de cette vibration et ainsi devenir une âme. Et cette âme, elle va décider de s'incarner dans un étage de l'immeuble, donc dans une autre dimension, pour expérimenter. Et l'idée, c'est qu'à travers toutes ces incarnations, elle expérimente tout. La peur, la haine, l'amour, tout, absolument tout. Donc, à sa première incarnation, on pourrait logiquement dire qu'elle a une fréquence à 0. Et plus elle va expérimenter, plus sa fréquence va s'élever. Elle pourra donc expérimenter dans des dimensions plus élevées aussi, et le but final étant le retour à la maison, donc au 9e étage, dans sa famille d'âmes.
Alors là, c'est vraiment imagé parce que vous vous doutez bien que c'est pas vraiment comme ça, parce que ces dimensions, en réalité, elles sont partout autour de nous, tout le temps. Mais comme elles ne sont pas sur la même fréquence que nous, on ne peut pas les voir ni les entendre. Certains arrivent à communiquer avec les êtres du plan astral, comme les médiums par exemple. Un médium, quand il est en séance, il monte en vibration. Et un défunt ou un guide, il doit baisser sa vibration, de façon à ce qu'ils se retrouvent tous les deux sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence. C'est comme si y avait une échelle en réalité et que le médium grimpe à l'échelle et le défunt ou le guide descend de l'échelle pour se retrouver à un moment à la même hauteur, sur la même fréquence. Et tout ça, à chacun, ça leur demande beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que le contact ne dure pas longtemps parce que c'est très fatigant pour les uns comme pour les autres. Alors ma petite âme, une fois qu'elle a choisi sa famille d'âmes, accompagnée de ses guides, elle va choisir son incarnation. Elle va décider, en accord avec ses guides, d'aller par exemple sur Terre ou sur une autre planète, peu importe, et elle va faire ce qu'on appelle son plan d'incarnation, du début jusqu'à la fin, de sa naissance jusqu'à la mort, en tout cas quand c'est sur Terre. Mais ça fera l'objet du prochain épisode. Et voilà comment moi je vois cet univers, comment mon esprit voit les choses, mais encore une fois, ça n'engage que moi, selon la représentation que je me fais. Je ne détiens pas la vérité. Je vous livre ce qui me parle, ce que je reconnais comme étant ma maison, mon monde, tout ce que j'ai pu comprendre à travers mes lectures, encore une fois, mes séances d'hypnose, les conférences, tout ce que j'ingurgite maintenant depuis quelques années, et qui m'a permis de me faire une idée à peu près concrète, même si je sais que je ne sais rien, ou pas grand-chose. D'ailleurs, il y a pas mal de versions différentes de la mienne. Certains avancent qu'il y a plus de 9 dimensions, par exemple. Peut-être qu'il y en a même plus que ça. Sans doute que ma vision est très simpliste et que c'est beaucoup plus complexe que ça. J'en suis convaincue même. Je pense que de toute façon, notre cerveau n'a pas la capacité pour comprendre la complexité de ce grand tout. Je lis beaucoup de livres écrits avec la méthode de channeling. Je ne sais pas si je le dis correctement, encore une fois, ne vous moquez pas de mon anglais s'il vous plaît. Le channeling, c'est également connu sous le nom de canalisation, ça vous parlera peut-être plus. C'est une pratique en gros qui permet la communication entre un être humain et une entité non physique d'une autre dimension. En gros, c'est un médium qui va servir de canal pour permettre aux entités, comme les guides par exemple, de délivrer des messages et des enseignements. Et souvent, ils en font des livres. Dans les plus célèbres, je peux vous citer Chico Xavier qui a écrit, là non plus, vous moquez pas, c'est de l'espagnol, je sais pas le dire, donc je dis Chico Xavier, Chico Javier, qui a écrit Nos Solars, que vous connaissez peut-être, et puis il y a Sylvain Didlot, il y a Léna Fabre, et puis beaucoup d'autres. Et là aussi, dans tout ce que je peux lire, je me rends compte que les croyances de l'auteur impactent son récit. Je dis pas qu'il déforme, mais je pense que les guides nous transmettent des messages selon nos croyances, selon ce qu'on est en capacité de comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de nuances. Mais même s'il y a ces nuances, il y a quand même une trame commune qui se rapproche peu ou prou à ce que je viens de vous expliquer. Mais s'il y a un livre, le seul livre que réellement je peux vous conseiller, parce que c'est justement celui où, en tout cas pour moi, est le moins impacté par les croyances de son auteur, et au contraire d'ailleurs, puisque très souvent l'auteur est en totale contradiction avec ce qu'il canalise, ce livre c'est Conversation avec Dieu, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Pour moi, j'ai lu 3 fois déjà, c'est le plus juste. Voilà, c'est celui qui se rapproche le plus en tout cas de ce qui m'apparaît comme ma vérité. Donc voilà, prenez si ça vous parle, et puis si ça vous parle pas, c'est pas grave, laissez de côté, c'est pas le moment. Peut-être qu'un jour vous lirez un truc qui vous interpellera, et puis vous direz « Tiens, ça me rappelle un épisode de Flots de l'âme, ça !» Et puis vous l'écouterez à nouveau, et puis là ça fera sens. C'est comme ça pour moi que ça marche en tout cas. Parfois ça me parle pas du tout, et puis quelques temps plus tard, j'y reviens et je me dis « Ah mais si, ok, je comprends !» Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous avoue que c'est un épisode qui m'a demandé énormément de temps à préparer parce que j'avais à cœur d'être la plus claire possible. J'espère que c'est réussi, j'espère que vous m'aurez comprise et que vous n'aurez pas décroché en route. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre vision en commentaire, ça m'intéresse évidemment. Et puis si vous le voulez bien, partagez cet épisode, recommandez, mettez des étoiles, etc. comme d'hab. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur le plan d'incarnation justement. Et en attendant, prenez bien soin de vous.